Sous l'éclat brutal d'un après-midi silencieux, la chambre d'hôpital semble douloureusement exposée. La lumière du soleil inonde la pièce à travers la large fenêtre, révélant chaque détail. Olive Nuranisa souhaite pouvoir cacher ses jambes immobiles, ses mains pâles agrippées au drap, sa respiration courte et fragile. Au pied du lit, Samuel Nuranza se tient debout, silencieux. Pas de larmes. Pas de mots. Lentement, il retire son alliance, la pose sur la table, puis se détourne. Olive le regarde partir, les yeux suppliants, cherchant une explication qui ne viendra jamais. À côté de sa main repose une enveloppe juridique scellée, épaisse, officielle, intacte. Elle n'a aucune idée qu'à l'intérieur se cache une vérité capable de tout bouleverser. Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre pays. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir des histoires qui révèlent le pouvoir caché du destin. Avant que la douleur n'entre dans leur vie, avant les lits d'hôpital et les silences glacés, Olive Nuranisa et Samuel Nuranza formaient autrefois ce genre de couple dont on parlait à voix basse, avec une admiration discrète. Ils n'avaient ni héritage, ni relation, ni filet de sécurité. Seulement l'amour, un espoir obstiné et la conviction que si deux personnes s'accrochaient assez fort, le monde finirait par lâcher son emprise. Ils se sont rencontrés dans la vingtaine, dans un quartier modeste où les rêves semblaient coûteux et où la réussite paraissait réservée aux autres. Samuel était ambitieux, agité, toujours en train de parler de l'avenir avec une flamme dans les yeux. Olive, au contraire, était calme, posée, une femme qui écoutait plus qu'elle ne parlait et croyait plus qu'elle ne promettait. Elle a cru en Samuel avant tout le monde. Quand Samuel parlait de bâtir une vie meilleure, Olive ne riait pas. Quand il échouait, elle ne se plaignait pas. Quand les portes se fermaient, elle restait silencieusement derrière lui et disait « Essaie encore ». Ils se sont mariés sans grande cérémonie. Pas de salle luxueuse, pas de voiture clinquante, seulement la famille. Une robe simple, des chaises empruntées et un repas partagé, préparé par des voisins qui les avaient vus grandir. Olive a emménagé avec Samuel dans un petit appartement, une seule pièce à peine assez grande pour respirer, mais qu'elle appelait chez elle. Elle travaillait de longues heures, parfois 2 emplois, donnant chaque centime qu'elle pouvait pour que Samuel puisse se concentrer sur sa carrière. Certaines nuits, elle rentrait épuisée, les pieds douloureux, le dos meurtri, mais elle demandait toujours à Samuel comment s'était passée sa journée avant même de manger. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » disait-elle en posant le repas devant lui. Samuel remarquait tout cela. À cette époque, toujours. « Merci » murmurait-il en la serrant dans ses bras. « Un jour, je te donnerai tout ce que tu mérites. » Et Olive souriait, non parce qu'elle croyait à la promesse de richesse, mais parce qu'elle croyait en lui. Elle refusa des opportunités qui l'auraient éloignée de Samuel. Elle repoussa ses propres rêves pour que les siens puissent grandir sans interruption. Quand on lui demandait pourquoi elle donnait autant, elle répondait simplement. Le mariage, c'est marcher au même rythme. Peu à peu, Samuel commença à s'élever. Un meilleur emploi, une promotion, de nouveaux collègues, une confiance grandissante qui changea sa façon de parler, de s'habiller, de voir le monde. Olive célébrait chaque victoire comme si c'était la sienne. Elle applaudissait plus fort que tous, même quand personne ne regardait. Mais le succès, même en petite dose, a une façon subtile de déséquilibrer une relation. Samuel passait de plus en plus de temps dehors. Les réunions se prolongeaient. Les appels téléphoniques se faisaient à voix basse. Son rire ne résonnait plus dans l'appartement comme avant. Olive remarqua le changement, mais ne paniqua pas. L'amour, croyait-elle, ne disparaît pas du jour au lendemain. « Tu travailles beaucoup » lui dit-elle doucement un soir. « Assure-toi de te reposer. » Samuel sourit distraitement. « Ça va. » Elle lui fit confiance. Il y eut des moments, petits et silencieux, où Olive sentit quelque chose lui échapper. Pas l'amour. Pas encore. Quelque chose de plus doux, la patience, l'attention, la gratitude. Pourtant, elle ne se plaignit jamais. Quand Samuel oubliait les anniversaires, elle se disait que le stress faisait oublier. Quand il parlait sèchement, elle pensait « le succès apporte de la pression ». Quand il se détournait la nuit, elle accusait la fatigue. Elle absorbait chaque changement en silence, convaincue que le sacrifice était temporaire. Ce qu'Olive ignorait, c'est que Samuel commençait à voir le monde différemment et lui-même aussi. Il ne se voyait plus comme le jeune homme ayant besoin de soutien. Il voyait le potentiel,
la reconnaissance, l'admiration. Et avec ce regard nouveau vint une peur silencieuse. La peur de stagner, la peur d'être tiré en arrière, la peur d'être lié à une vie qui lui rappelait trop d'où il venait. Et Olive, sans le savoir, devint le symbole discret de ce passé. Elle restait douce, inchangée, ancrée. Et dans l'ambition grandissante de Samuel, cette stabilité commença à lui sembler lourde. Pourtant, il y avait encore de l'amour. Un amour réel. Il n'avait pas disparu. Il était simplement enfoui sous les attentes et l'orgueil. Ils partageaient toujours les repas, priaient encore ensemble, parlaient encore de l'avenir. Mais la vision de Samuel semblait désormais plus large, plus brillante, et moins précise quant à la personne qui se tiendrait à ses côtés. Olive le remarquait, mais elle choisissait la foi plutôt que la peur. Le jour de l'accident, ils se disputèrent. Pas fort. Pas cruellement. Juste un léger désaccord. Une de ces conversations que les couples oublient aussitôt terminées. Samuel voulait qu'Olive l'accompagne à un événement plus tard dans la semaine. Olive hésita. Elle se sentait fatiguée, le corps lourd, la tête douloureuse. On en reparlera plus tard, dit-elle doucement. Samuel hocha légèrement la tête, irrité, mais ne dit rien de plus. Ce fut le dernier moment normal de leur mariage. Car quelques heures plus tard, le monde qu'Olive connaissait allait se briser. Mais pour l'instant, avant l'accident, avant le fauteuil roulant, avant le silence, il y avait encore un mariage bâti sur des années de dévouement silencieux. Un mariage qui avait survécu à la pauvreté. Un mariage qui avait survécu aux épreuves. Un mariage qu'Olive croyait, profondément et obstinément, capable de survivre à tout. Elle ne savait pas encore que l'amour, lorsqu'il est mis à l'épreuve par l'inconfort plutôt que par la difficulté, révèle souvent sa véritable nature. Et Samuel ne comprenait pas encore que la femme qui était restée à ses côtés quand il n'avait rien, se tiendrait un jour sans lui quand il aurait tout. L'accident n'arriva ni avec le tonnerre ni avec un avertissement. Il survint discrètement, au milieu d'une journée ordinaire, l'un de ces après-midi qui n'annoncent jamais qu'ils deviendront inoubliables. Olive Nuranisa était sortie plus tôt que d'habitude. Le soleil était haut dans le ciel, impitoyable et éclatant, blanchissant les rues de chaleur et de poussière. Elle avançait prudemment dans la foule, son sac sur l'épaule, l'esprit partagé entre de petites inquiétudes et des pensées familières. Elle pensait au dîner, à savoir si Samuel rentrerait à temps, à rien qui lui semblait assez important pour être retenu plus tard. À l'intersection, la circulation ralentit. Des voix se mêlèrent au klaxon. Un instant d'hésitation. Un pas en avant. Puis tout vola en éclats. Le métal hurla. Les corps furent projetés. Le temps sembla s'arrêter juste assez longtemps pour qu'Olive aperçoive la terreur dans les yeux d'un inconnu avant d'être jeté au sol. Une douleur fulgurante traversa sa colonne vertébrale comme un incendie. Le monde tourna, puis devint terriblement immobile. Elle essaya de bouger. Rien. Ses jambes reposaient là, silencieuses, lointaines, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Autour d'elle, des cris. Quelqu'un s'agenouilla en lui demandant son nom. Quelqu'un d'autre appelait à l'aide. Olive fixa le ciel aveuglant, luttant pour respirer, le cœur battant de confusion plus que de peur. « Je ne sens plus mes jambes », murmura-t-elle. Les mots lui semblèrent irréels en quittant sa bouche. À l'hôpital, les couloirs étaient inondés de lumière et d'urgence. Olive allait et venait entre conscience et inconscience tandis que les médecins la faisaient passer par des portes qu'elle ne reconnaissait pas. Aiguilles, machines, voies rapides et saccadées qu'elle n'arrivait pas à suivre. Quand Samuel arriva, sa chemise était froissée, son visage vidé de toute couleur. Il resta figé à l'entrée, regardant le corps immobile d'Olive comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il clignait des yeux. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, la voix brisée. Personne ne lui répondit tout de suite. Des heures plus tard, ils étaient assis dans une salle de consultation silencieuse. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, bien trop paisible pour les mots qui allaient suivre. Le docteur Elias Mohanji joignit soigneusement les mains. Il avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles, mais celles-ci lui pesaient toujours davantage. « Samuel » commença-t-il doucement. Olive a subi une grave blessure à la colonne vertébrale. Samuel se pencha en avant. « Elle remarchera, n'est-ce pas ?» Le médecin hésita. « Nous devons être honnêtes » dit le docteur Mohanji. « Les dommages sont importants.
Il existe une forte possibilité qu'elle ne retrouve pas la mobilité de la partie inférieure de son corps. La pièce sembla rétrécir. Samuel eut l'impression que l'air quittait ses poumons. Il fixa le médecin, attendant une correction qui ne vint jamais. « Et la récupération » demanda-t-il. « La rééducation, la chirurgie ? Nous ferons tout ce qui est possible, répondit le médecin. Mais ce sera un long chemin, émotionnellement, financièrement et physiquement. Samuel hocha lentement la tête, tandis que son esprit s'emballait déjà. Les factures d'hôpital, les congés à prendre au travail, un avenir qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même. Olive se réveilla plus tard dans l'après-midi. La chambre était douloureusement lumineuse. La lumière du soleil traversait les murs blancs et se posait sur ses jambes, étendues, immobiles, sous la fine couverture. Elle essaya encore de les bouger. Rien. Sa poitrine se serra. La panique lui remonta à la gorge. Samuel se tenait près de son lit, observant son visage tandis que la réalité s'imposait à elle. Il tendit la main vers la sienne, mais son toucher semblait hésitant. Lointain. Samuel, murmura Olive. Je ne sens rien. Je sais, répondit-il trop vite. Les médecins, ils vérifient encore tout. Elle le regarda, cherchant dans ses yeux du réconfort, une certitude. À la place, elle y vit la peur. Une peur brute, sans filtre. Les jours passèrent dans un flou de tests et de conversations murmurées. Les infirmières entraient et sortaient. Le docteur Mangy expliquait les procédures, les délais, les probabilités. Olive écoutait en silence, absorbant chaque mot comme une douleur lente et brûlante. La nuit, elle pleurait seule, le visage tourné vers le mur pour que Samuel ne l'entende pas. Le jour, elle essayait d'être forte. Ça aurait pu être pire, se disait-elle. Je suis en vie. Mais quelque chose avait changé chez Samuel. Au début, c'était subtil. Il restait à ses côtés, mais son regard glissait souvent vers son téléphone. Les conversations se faisaient plus courtes. Lorsque les médecins parlaient des soins à long terme, la mâchoire de Samuel se crispait. Il posait des questions pratiques. Les coûts, l'assurance, la durée de la récupération, rarement sur ce que ressentait Olive. Quand le docteur Mangy évoqua la possibilité d'un handicap permanent, Samuel se tut. Ce soir-là, alors que la lumière du soleil disparaissait de la chambre d'hôpital, Samuel resta debout près de la fenêtre, regardant dehors comme si la ville pouvait lui offrir une réponse. « Ça ne devait pas arriver, dit-il doucement. Olive tourna la tête vers lui. « Je sais. Je veux dire, » il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. « Nos projets. » Olive avala difficilement. « Les projets peuvent changer. » Samuel ne répondit pas. Dans les semaines qui suivirent, Olive fut transférée dans un service de rééducation. Elle apprit à se redresser, à déplacer son poids, à accepter l'aide sans se sentir diminuée. Samuel venait lui rendre visite, mais de moins en moins souvent. Le travail, disait-il. Le stress. Olive le croyait. Elle le croyait même lorsque sa voix manquait de chaleur. Même lorsque ses étreintes étaient brèves. Même lorsque son regard ne rencontrait plus le sien comme avant. Parce que l'amour, pensait-elle, était patient. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que Samuel faisait déjà son deuil non pas de la douleur d'Olive, mais de la vie qu'il sentait lui échapper. Il la regardait lutter pendant les séances de thérapie, le visage tendu par l'effort, et au lieu de l'admiration, il ressentait une peur grandissante. C'est permanent, murmurait son esprit. C'est ta vie maintenant. Et avec cette pensée en venait une autre, plus sombre encore, qu'il n'osait pas prononcer à voix haute. Je n'ai pas signé pour ça. Olive, allongée dans son lit d'hôpital sous le soleil africain éclatant, sentait la distance grandir entre eux. Elle l'apercevait dans les silences, dans les questions sans réponse, dans la manière dont Samuel parlait de l'avenir sans jamais utiliser le mot « nous ». Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir. « Quand je serai plus forte, » dit-elle un après-midi en forçant un sourire, « on trouvera des solutions. » Samuel hocha la tête, mais ses yeux racontaient une autre histoire. L'accident avait privé Olive de la capacité de marcher. Mais il lui avait aussi enlevé autre chose. Quelque chose de bien plus fragile, la certitude d'être aimé, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'Olive et Samuel rentrèrent enfin chez eux, l'appartement ne ressemblait plus à un lieu de repos. Il ressemblait à un rappel constant. Chaque matin, la lumière du soleil se répandait sur le carrelage, vive et impitoyable,
révélant chaque recoin étroit que Samuel devait désormais contourner avec le fauteuil roulant. La pièce n'avait pas changé, mais la vie à l'intérieur, si. Au début, Samuel essaya. Il aidait Olive à passer du lit au fauteuil. Il lui apportait de l'eau quand elle le demandait. Il hochait la tête lors des conversations avec les médecins et les thérapeutes. Vu de l'extérieur, il ressemblait à un mari dévoué accomplissant son devoir. Mais Olive ressentit immédiatement la différence. Son toucher avait perdu sa chaleur. Sa voix, autrefois douce et pleine d'affection, portait désormais une impatience qu'il ne cherchait même plus à cacher. Les silences s'allongeaient entre eux, lourds et inconfortables. « Tu as besoin de quelque chose ?» demandait Samuel, déjà à moitié dehors. « Ça va » répondait Olive, même quand ce n'était pas vrai. Elle ne voulait pas être un fardeau. Pas maintenant. Jamais. Les routines quotidiennes devinrent des négociations. Les tâches simples prenaient plus de temps. Olive détestait demander de l'aide. Détestait voir l'éclair d'agacement traverser le visage de Samuel quand elle le faisait. Un après-midi, en essayant d'atteindre le plan de travail, elle fit tomber un verre. Il se brisa bruyamment, les éclats se répandant sur le sol. « Je suis désolée, dit-elle aussitôt, la voix tremblante. Samuel soupira sèchement. « Fais juste attention. » Il nettoya sans la regarder. Cette nuit-là, Olive resta éveillée, écoutant les bruits de la ville au dehors. Samuel dormait à côté d'elle, tourné de l'autre côté. La distance entre eux semblait plus large que le lit lui-même. Elle se souvint de l'homme qui la serrait contre lui, qui murmurait des mots rassurants lorsque la vie devenait incertaine. Cet homme lui semblait désormais très loin. Les jours devinrent des semaines. Samuel rentrait de plus en plus tard. Des réunions, disait-il. Du réseautage, des opportunités à ne pas manquer. Olive hochait la tête et souriait, même lorsque la solitude pesait lourd sur sa poitrine. Quand Samuel rentrait, son esprit semblait ailleurs. Les conversations paraissaient forcées. « Comment s'est passée la thérapie aujourd'hui » demanda-t-il un soir en faisant défiler son téléphone. « C'était difficile, répondit Olive honnêtement. Mais je crois que je progresse. C'est bien, dit-il distraitement. Elle attendit la suite. Un mot d'encouragement, de la fierté, n'importe quoi. Rien ne vint. Samuel commença à voir l'appartement autrement. Le fauteuil roulant dans un coin. Le matériel médical soigneusement rangé contre le mur. Le silence. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée lorsqu'il rêvait de réussite. Ce n'était pas l'image qu'il voulait donner au monde qui commençait enfin à le remarquer. Il se détestait de penser ainsi, mais il y pensait. Olive remarqua la façon dont Samuel évitait d'inviter des gens. La manière dont il éludait les questions sur son état lorsque ses collègues demandaient. La façon dont il parlait de l'avenir sans entrer dans les détails. Une fois que les choses se stabiliseront, dit-il un soir, on verra la suite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Olive doucement. Samuel hésita. Ça veut dire qu'on trouvera une solution. Mais Olive avait besoin de plus que des promesses vagues. Elle tenta de renouer, de lui rappeler qu'ils étaient avant que tout ne change. Un après-midi, elle prépara lentement un repas simple. Quand Samuel rentra, elle l'appela à table. « Je pensais qu'on pourrait manger ensemble, » dit-elle. Il parut surpris. « J'ai déjà mangé. »« Oh » répondit Olive doucement. « D'accord. » Elle mangea seule, avalant à la fois la nourriture et la déception. Samuel ne voulait pas être cruel. Il se le répétait souvent. Il était juste fatigué, dépassé, en train de s'adapter. Mais au fond de lui, quelque chose de plus sombre grandissait. Un ressentiment qu'il refusait de nommer. Un ressentiment envers la responsabilité, envers la perte de liberté, envers la façon dont l'état d'Olive l'obligeait à ralentir alors que sa carrière, elle, s'accélérait. Il se sentait coincé entre la loyauté et l'ambition. Et au lieu d'affronter ce conflit, il se replia sur lui-même. Olive le ressentait dans les petits détails. Dans la façon dont Samuel ne lui prenait plus la main en public. Dans ses baisers devenus rapides et mécaniques. Dans la manière dont il évitait de regarder ses jambes, comme s'il faisait semblant qu'elles n'existaient pas. Un après-midi, Ruth, la jeune sœur de Samuel, vint leur rendre visite. Elle salua Olive chaleureusement et s'agenouilla pour la prendre dans ses bras. « Tu as l'air plus forte, » dit Ruth sincèrement. Olive sourit. « J'essaie. » Ruth regarda autour de l'appartement, puis son frère.
Tu tiens le coup? Ça va, répondit Samuel un peu trop vite. Mais Ruth n'était pas convaincue. Plus tard, en aidant Olive à préparer du thé, elle murmura. Tu n'es pas seule. N'oublie pas ça. Olive hocha la tête, reconnaissante pour cette gentillesse, tout en sachant que la gentillesse ne suffisait pas à tout réparer. Après le départ de Ruth, Samuel devint silencieux. Elle n'avait pas besoin de dire tout ça, marmonna-t-il. Elle s'inquiète, répondit Olive. Je sais, répliqua Samuel sèchement, mais les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile. Olive le regarda, surprise. Difficile pour qui? Samuel ne répondit pas. Cette nuit-là, Olive pleura en silence, enfouissant son visage dans l'oreiller pour qu'il ne l'entende pas. Non pas à cause de son état, mais parce qu'elle sentait qu'elle était en train de le perdre. Elle se demanda si elle était devenue invisible. Samuel, allongé à côté d'elle, fixait le plafond. Il se répétait qu'il faisait de son mieux, que n'importe qui à sa place aurait du mal. Mais il connaissait aussi la vérité qu'il avait trop peur d'admettre. Il ne voyait plus Olive comme sa partenaire. Il la voyait comme une responsabilité. Et une fois que ce basculement s'opéra, tout le reste commença à s'effondrer. Un soir, Samuel s'habilla avec soin avant de quitter l'appartement. Olive remarqua sa chemise parfaitement repassée, ses chaussures bien cirées. « Tu vas quelque part de spécial » demanda-t-elle. « Juste le travail » répondit-il. Elle le regarda partir, une lourdeur inconnue s'installant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis l'accident, Olive se permit d'envisager une possibilité terrifiante. Que l'amour ne soit peut-être pas assez fort pour survivre à l'inconfort. Et Samuel, marchant sous le soleil éclatant de l'après-midi, ne se retourna pas. Pas une seule fois. Nadia Camara entra dans la vie de Samuel Nuranisa discrètement, sans drame ni annonce. Elle n'eut pas besoin de forcer sa présence. Elle apparut simplement élégante, confiante et naturellement attentive à un moment où Samuel se sentait le plus invisible. Elle travaillait dans le même immeuble de bureau, mais à un autre étage. Leur première conversation fut brève et banale, un trajet partagé en ascenseur, un salut poli, une remarque sur la chaleur extérieure. Mais ce que Samuel remarqua immédiatement, ce fut la manière dont Nadia le regardait. Pas avec pitié. Pas avec inquiétude. Mais avec intérêt. « Vous êtes bien Samuel, n'est-ce pas » lui demanda-t-elle un après-midi alors qu'ils se croisaient dans le hall. « J'ai entendu de bonnes choses sur votre travail. » Samuel cligna des yeux, surpris. « Vraiment » Elle sourit. Les gens remarquent la compétence. C'était un compliment simple, mais Samuel le porta avec lui toute la journée. À la maison, Olive luttait avec ses exercices de rééducation, la sueur perlant sur son front tandis qu'elle s'entraînait à se soulever sans assistance. Samuel regarda brièvement, puis se détourna, son téléphone vibrant de notifications professionnelles. Deux mondes différents avançant à des rythmes opposés. Au fil des semaines suivantes, Samuel commença à voir Nadia plus souvent. Les pauses café se chevauchaient. Les réunions se terminaient en même temps. Les conversations s'allongeaient, devenaient plus familières. Nadia posait des questions, de vraies questions. Depuis combien de temps travailles-tu dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Tu n'as jamais l'impression d'être destiné à plus? Samuel se surprit à répondre honnêtement, plus honnêtement qu'il ne l'avait fait avec qui que ce soit depuis longtemps. Il parla d'ambition, du sentiment d'être freiné, de son désir d'une vie à la hauteur de son potentiel. Nadia l'écoutait, hochant lentement la tête. « Ça se comprend, dit-elle. Tu ne sembles pas être quelqu'un qui devrait rester bloqué. » Bloqué. Le mot résonna dans l'esprit de Samuel. À la maison, Olive tenta de lui parler de ses progrès, de ses petites victoires, tenir debout quelques secondes de plus, effectuer un transfert avec moins d'aide. « Je crois que je deviens plus forte, dit-elle un soir, la voix pleine d'espoir. « C'est bien, répondit Samuel distraitement, les yeux rivés sur son téléphone. Le contraste n'échappa pas à Olive, mais elle ravala sa déception, se rappelant que la guérison demandait de la patience des deux côtés. Nadia, pendant ce temps, offrait à Samuel quelque chose qu'Olive ne pouvait plus lui donner, la facilité. Avec Nadia, les conversations étaient légères. Il n'y avait pas d'équipement médical en arrière-plan, pas de planification prudente, pas de rappel constant des limites. Elle riait facilement, s'habillait avec élégance, se déplaçait librement. Elle incarnait la vie que Samuel désirait encore. Un après-midi,
Assis face à face dans un café tranquille, Nadia demanda d'un ton détaché. « Tu es marié ?» Samuel hésita. « Oui, » répondit-il finalement. Nadia ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête. « Ça doit être lourd. » Samuel fixa sa tasse de café. Ça l'est. Il n'expliqua rien de plus. Il n'en avait pas besoin. L'expression de Nadia disait qu'elle comprenait même si, en réalité, elle ne comprenait pas. « Ce qui compte, dit-elle doucement, c'est de savoir si tu es heureux. » Samuel ne répondit pas. Ce soir-là, il rentra plus tard que d'habitude. Olive était déjà au lit, lisant sous la lumière de la lampe. « Tu es en retard, dit-elle doucement. »« Le travail, » répondit Samuel. Elle hocha la tête, même si quelque chose se serrait dans sa poitrine. Les jours passèrent, puis les semaines. Samuel commença à mieux s'habiller, à soigner davantage son apparence, à sourire plus souvent à son téléphone qu'à Olive. Olive remarqua le changement, mais elle n'accusa pas. Elle ne demanda pas d'explication. Elle croyait en la confiance, même quand cela faisait mal. Nadia, en revanche, devint plus audacieuse. Elle commença à poser des questions sur Olive non pas avec compassion, mais avec une curiosité teintée de jugement. « Elle est handicapée ?» demanda Nadia un jour, d'un ton neutre. « Oui, » répondit Samuel à voix basse. « Ça doit être difficile, dit-elle, puis après un court silence. « Pour toi ?» Samuel ne la corrigea pas. Dans l'esprit de Nadia, Olive devint une idée abstraite. Un fardeau, pas une personne. Un problème, pas une femme. Et Samuel laissa ce récit se construire. Il ne parla pas de la gentillesse d'Olive, de ses sacrifices, de sa patience. Il parla seulement des difficultés, des responsabilités, de l'épuisement. Nadia l'écoutait, validant chaque frustration. « Tu mérites d'être heureux, » disait-elle. « Tout le monde le mérite. » Samuel commença à croire que le bonheur signifiait fuir. À la maison, Olive ressentait la distance grandissante comme une douleur physique. Le rire de Samuel sonnait différemment désormais, plus léger, plus libre lorsqu'il parlait au téléphone. Son attention était ailleurs. Un soir, elle demanda prudemment. « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Samuel se figea. « Non, » répondit-il trop vite. « Pourquoi tu demandes ça ?» Olive scruta son visage. « Tu es loin. » Samuel soupira. « Tu imagines des choses. » Elle hocha la tête, même si son cœur n'était pas d'accord. Nadia, elle, n'imaginait rien. Elle voyait une opportunité. Elle invita Samuel à des événements, le présenta à des personnes qu'il admirait, peignit un avenir où il n'était pas défini par l'obligation. Elle ne lui dit jamais de quitter Olive. Elle n'en avait pas besoin. Un après-midi, Samuel regarda Olive lutter pour atteindre une étagère. La frustration se lisait sur son visage. Il intervint pour l'aider, puis se retira presque aussitôt. « J'ai ça », dit Olive en forçant un sourire. Samuel hocha la tête. Une brève culpabilité traversa son regard, rapidement remplacée par de l'irritation. Pourquoi tout semblait-il si lourd? Avec Nadia, rien n'était lourd. Un soir, alors que le soleil déclinait et que la ville bourdonnait au dehors, Nadia se pencha légèrement vers lui pendant leur conversation. « Tu n'as rien à décider aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Ne te perds juste pas en essayant d'être tout pour tout le monde. » Quelque chose bougea en Samuel. Pas de l'amour. Une permission. La permission de vouloir plus. La permission d'imaginer une vie sans sacrifice. Et sans encore le savoir, cette permission allait lui coûter tout ce qui avait autrefois compté. Ce soir-là, Olive était seule à la maison, regardant par la fenêtre tandis que la lumière du jour s'éteignait. Elle sentait que quelque chose d'irréversible avait commencé, sans savoir où cela mènerait. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'homme qu'elle aimait lui échappait. Et la femme qui l'attirait vers elle ne voyait pas Olive comme une épouse. Elle la voyait comme un obstacle. La trahison ne survint pas en un seul instant. Elle se déploya lentement, enveloppée d'excuses et de demi-vérités, se propageant dans la vie de Samuel Nuranisa comme une fissure invisible. Au début, ce ne furent que de petits mensonges. « Je vais rentrer tard ce soir », dit Samuel un soir en ajustant sa veste sans croiser le regard d'Olive. « Il y a une réunion qui s'est prolongée. » Olive hocha la tête depuis son fauteuil roulant. « D'accord, je garderai le dîner au chaud. » Il ne la corrigea pas. Il ne lui dit pas qu'il n'y avait pas de réunion. Seulement Nadia Camara qui l'attendait dans un café, souriante,
comme si rien au monde ne pouvait les alourdir. Avec Nadia, Samuel parlait librement. Il riait. Il se plaignait. Il imaginait. Il parlait de sa vie comme si Olive existait quelque part, loin, dans un chapitre qu'il ne voulait plus relire. « Je me sens coupable », avoua-t-il un jour en regardant la rue à travers la vitre du café. Nadia inclina la tête. « La culpabilité ne veut pas toujours dire que c'est mal », dit-elle doucement. « Parfois, ça veut juste dire que tu te choisis. » Ces mots s'ancrèrent profondément en lui. À la maison, Olive attendait. Elle apprit le bruit de la porte qui s'ouvrait tard dans la nuit. Apprit l'odeur d'un parfum inconnu sur les vêtements de Samuel. Apprit à reconnaître le silence qui suivait ses questions. « Comment s'est passée ta journée » demandait-elle doucement. « Bien » répondait-il, déjà en train de se détourner. Elle cessa d'insister. Olive avait toujours cru que la confiance était plus forte que le soupçon. Elle se disait qu'elle était trop sensible, que le traumatisme changeait les gens, que Samuel était sous pression. Mais la distance devint de plus en plus lourde. Samuel cessa de partager ses pensées, cessa de lui demander comment s'était passée sa journée, cessa de l'inclure dans ses projets. Il commença à prendre ses appels à l'extérieur, à verrouiller son écran quand Olive s'approchait avec son fauteuil, à éviter son regard lorsqu'elle posait de simples questions. Olive remarquait tout. Un après-midi, elle surprit Samuel en train de rire au téléphone dans le couloir. Ce n'était pas le rire poli qu'il utilisait au travail. C'était celui dont elle se souvenait de leurs premières années, celui qui venait de la simplicité, pas de l'obligation. Sa poitrine se serra. Ce soir-là, elle demanda doucement. « Avec qui parlais-tu » ? « Une collègue » répondit Samuel trop vite. Olive observa son visage. « Tu ne ris pas comme ça avec des collègues. » Samuel soupira. « Pourquoi tu m'interroges ?»« Je ne t'interroge pas, » dit-elle doucement. « Tu me manques. » Pendant un instant, la culpabilité passa dans ses yeux. Puis elle se durcit en défense. « Je fais de mon mieux » lâcha-t-il sèchement. « Tu n'as aucune idée de la pression que je subis. » Olive se tut. Elle se demanda quand sa douleur était devenue un dérangement. Pendant ce temps, Nadia gagnait en assurance. Elle ne cachait plus ses opinions. « Je ne comprends pas comment tu fais » dit-elle un après-midi alors qu'ils marchaient ensemble. Ce genre de responsabilité briserait la plupart des gens. Samuel hocha la tête. « Certains jours, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. » Nadia s'arrêta et lui fit face. « Tu as le droit de vouloir une vie qui te fasse te sentir vivant. » Samuel ne répondit pas, mais il ne la contredit pas. La trahison s'approfondit, non par le toucher pas encore mais par l'alignement. Par une intimité émotionnelle que Samuel ne partageait plus avec sa femme. Il confiait à Nadia ses peurs, ses frustrations, ses rêves. Il cessa de tout dire à Olive. À la maison, Olive tenta de récupérer des fragments de connexion. Elle s'habillait avec soin, choisissant des vêtements qu'elle savait que Samuel aimait. Elle cuisinait quand elle le pouvait malgré l'effort. Elle s'intéressait à ses objectifs, à ses projets, mais Samuel répondait avec impatience. « Tu me surveilles toujours » dit-il un soir. « C'est épuisant. » Olive le fixa, stupéfaite. « Je suis ta femme. » Il se détourna. « Je sais » mais le mot semblait lourd dans sa bouche. Tard un soir, Olive se retrouva face au miroir de la salle de bain, observant son visage amaigri, les cernes sous ses yeux. Elle reconnaissait à peine la femme qui lui faisait face. « Est-ce que l'amour ressemble à ça maintenant ?» se demanda-t-elle. Samuel commença à rentrer de plus en plus tard. Quand il rentrait, il sentait l'air de la nuit et la liberté. Olive remarqua que ses épaules ne se détendaient vraiment qu'après être reparties le lendemain. Nadia ne lui demanda pas de choisir. Elle n'en avait pas besoin. Un après-midi, elle dit avec désinvolture. « Si jamais tu avais besoin d'un endroit pour te vider la tête, ma porte est ouverte. » Samuel comprit l'implication. Ce soir-là, Olive attendit que Samuel ait fini de manger avant de parler. « Samuel, » dit-elle prudemment, « es-tu heureux ?» Il se figea. La question resta suspendue entre eux, lourde et inévitable. « Je ne sais pas » admit-il finalement. Olive hocha lentement la tête. « J'essaie. Chaque jour, j'essaie d'être forte, de m'adapter, de croire que tout ira bien. » Samuel la regarda, non pas avec réconfort, mais avec lassitude. « Je ne m'attendais pas à ce que ma vie ressemble à ça, » dit-il doucement. Elle non plus. Mais un seul des deux cherchait une issue.
La première trahison physique se produisit sans cérémonie. Un moment de proximité, un silence partagé, la main de Nadia effleurant la sienne, Samuel ne la retirant pas. Il se dit que ça ne signifiait rien, que ce n'était que du réconfort, juste un soulagement. Mais en rentrant chez lui, la culpabilité lui pesa lourdement dans l'estomac. Il regarda Olive, endormie paisiblement quand il entra dans l'appartement, son visage calme sous la lumière douce. Pendant une fraction de seconde, il envisagea de s'arrêter, d'avouer, de choisir l'honnêteté. Puis il se rappela la liberté qu'il ressentait avec Nadia, et il se tut. À partir de ce jour-là, mentir devint plus facile. Samuel apprit à séparer ses vies, mari le matin, échappatoire l'après-midi, responsabilité à la maison, désir ailleurs. Olive sentit la vérité sans preuve. Elle la ressentait dans le vide de leur conversation, dans la façon dont Samuel ne la regardait plus comme une femme, dans la manière conditionnelle de sa présence. Une nuit, Olive murmura dans l'obscurité. « Tu nous manques. » Samuel ne répondit pas. Il resta éveillé, fixant le plafond, déchiré entre deux réalités. L'une bâtie sur la loyauté et le sacrifice, l'autre sur la liberté et un espoir égoïste. Et chaque jour qui passait, il dérivait davantage vers celle qui lui demandait le moins. Olive, seule dans le silence, commença à comprendre quelque chose de douloureux. Certaines trahisons n'ont pas besoin de preuves. Elles s'annoncent par l'absence, par la négligence, par la lente réalisation que la personne que vous aimez a déjà choisi quelqu'un d'autre bien avant de l'admettre. Samuel Nuranza choisit un après-midi calme pour mettre fin à son mariage. Le soleil était haut, inondant de lumière l'appartement qu'Olive avait autrefois appelé son foyer avec fierté. Rien dans la pièce ne laissait présager un désastre. Le sol était propre. Les rideaux ouverts. Olive était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, pliant le linge lentement, soigneusement, chaque geste délibéré. Digne. Elle leva les yeux quand Samuel entra. « Tu rentres tôt, dit-elle, surprise mais pleine d'espoir. » Samuel ne lui rendit pas son sourire. Il resta près de la porte, les mains dans les poches, les yeux fixés juste au-delà de son épaule. Son silence avait du poids. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Les mains d'Olive s'immobilisèrent. Elle le sentit alors, ce changement dans l'air, cette lourdeur devenue trop familière. « D'accord, » répondit-elle doucement. Samuel s'assit à la table comme s'il se préparait à une discussion professionnelle plutôt qu'à l'effondrement d'une vie. « Je ne peux plus continuer comme ça. » Les mots tombèrent doucement, mais leur impact fut violent. Olive cligna des yeux. « Continuer quoi ?» Samuel fit un geste vague autour de la pièce. « Cette vie. Cette responsabilité. » Sa poitrine se serra. « Samuel, je ne t'ai jamais demandé ça. »« Je sais, » l'interrompit-il. « Et c'est en partie ça le problème. » Olive le fixa, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Samuel expira lentement, comme s'il récitait un discours répété à l'avance. « Je ne suis pas heureux. Je ne l'ai pas été depuis longtemps. » La pièce sembla pencher. « Le bonheur va et vient, » dit Olive, la voix tremblante mais ferme. « On avait promis de rester, quoi qu'il arrive. » La mâchoire de Samuel se crispa. « Je n'ai pas signé pour ça. »« Ça » murmura-t-elle. « Tu veux dire moi ?» Le silence répondit pour lui. Olive avala difficilement. « Je n'ai pas choisi ça non plus. »« Je sais, » dit Samuel trop vite. « Mais c'est arrivé, et je ne peux plus faire semblant que ça me va. » Olive sentit la brûlure monter derrière ses yeux, mais elle refusa de pleurer. « Pas encore. »« Alors, qu'est-ce que tu dis ?» Samuel détourna le regard. « Je veux divorcer. » Le mot résonna dans la pièce. Creux. Définitif. Divorce. Olive avait imaginé beaucoup d'avenir. La lutte, la guérison, l'incertitude, mais jamais l'abandon. « Il y a quelqu'un d'autre » demanda-t-elle doucement. Samuel hésita juste assez longtemps. « Ce n'est pas la question. » C'était toute la question. Olive hocha lentement la tête, comme si elle encaissait un coup. « Tu as déjà décidé. »« Oui. » « Et rien de ce que tu diras ne changera ça. » Samuel ne répondit pas. Elle ferma brièvement les yeux, rassemblant ce qui lui restait de force. « Qu'est-ce qui va m'arriver » demanda-t-elle. Samuel sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table sans la regarder. « Il y a un peu d'argent, dit-il. Ça devrait t'aider pendant un moment. » Olive fixa l'enveloppe, puis lui. «
Tu crois que c'est une question d'argent? J'essaie d'être juste, répondit Samuel sur la défensive. Je paierai le loyer quelques mois. Quelques mois. Après des années de mariage, de sacrifices, de loyauté, Olive sentit quelque chose se briser en elle. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Mais complètement. Je t'aimais, dit-elle. Samuel se déplaça, mal à l'aise. Je sais. J'ai cru en toi quand tu n'avais rien. Je sais, répéta-t-il, la voix tendue. Et maintenant que j'ai besoin de toi. Elle ne termina pas sa phrase. Samuel se leva brusquement. Je ne peux pas rester ici. Cette discussion n'aide à rien. Olive leva les yeux vers lui, l'incrédulité gravée sur son visage. Tu pars comme ça? Oui. Quand? Aujourd'hui. La finalité du mot lui coupa le souffle. Elle le regarda traverser l'appartement, rassemblant des vêtements, des fragments de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il ne demanda pas ce dont elle avait besoin. Il ne demanda pas comment elle allait s'en sortir. Arrivée à la porte, Olive parla de nouveau. Samuel. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Penses-tu que tu regretteras un jour? Demanda-t-elle. Il ne se retourna pas. Je ne crois pas. Et il sortit. La porte se referma doucement derrière lui. Olive resta figée, fixant l'espace qu'il occupait quelques instants plus tôt. L'appartement lui parut soudain immense, terriblement silencieux. Son regard se posa sur l'enveloppe sur la table. Elle s'avança avec son fauteuil, les mains tremblantes, et l'ouvrit. La somme était modeste. Insultante. Assez pour survivre. Pas assez pour vivre. Les larmes brouillèrent sa vision tandis que la réalité s'installait. Elle était seule, pas seulement abandonnée, mais rejetée. Ce soir-là, Olive passa un appel qu'elle n'aurait jamais pensé devoir faire. Elle s'organisa pour emménager dans une chambre plus petite, à peine à sa portée financière. Elle fit ses cartons lentement, douloureusement, chaque objet portant un souvenir. La photo de leur mariage, la tasse que Samuel utilisait chaque matin, la couverture qu'ils partageaient autrefois. Elle laissa la plupart de ces choses derrière elle. Samuel, de son côté, ressentit un étrange mélange de soulagement et de malaise en s'éloignant en voiture. La ville semblait plus lumineuse. La route devant lui paraissait ouverte. Nadia l'attendait plus tard dans la soirée, son appartement chaleureux, son sourire rassurant. C'est fini, dit Samuel. Elle hocha la tête en s'approchant. Tu as fait ce que tu devais faire. Pendant un bref instant, il la crut. Mais Olive, assise seule dans une pièce presque vide, sentit le poids de la perte s'enfoncer profondément dans ses os. Elle fixa ses mains, ses jambes qui ne bougeaient plus, la vie qui lui avait été arrachée, morceau par morceau. Et pour la première fois depuis l'accident, Olive se permit de poser une question terrifiante. Si l'homme qui avait promis l'éternité pouvait partir si facilement, que valait encore sa vie maintenant? Le soleil descendait, projetant de longues ombres sur le sol. Et dans cette lumière déclinante, Olive Nuranisa affronta le chapitre le plus sombre de sa vie, sans l'homme qu'elle avait cru ne jamais quitter son côté. Olive Nuranisa emménagea dans sa nouvelle chambre un matin calme, alors que la ville semblait trop occupée pour remarquer sa disparition. L'immeuble était ancien, ses murs marqués par des années de négligence. Le couloir sentait le béton humide et la nourriture cuisinée des vies des autres. La chambre était minuscule, à peine assez grande pour son lit, son fauteuil roulant et un étroit passage entre les deux. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. La lumière du soleil passait à travers une fenêtre fissurée, se déposant de manière inégale sur le sol. Olive resta assise dans son fauteuil, examinant l'espace d'un regard vide. Ce n'était pas un foyer. C'était un abri temporaire, fragile. Elle se dit que cela suffirait. Les premiers jours passèrent dans un flou d'épuisement. Tout prenait plus de temps maintenant. Les tâches simples devenaient des calculs minutieux. Jusqu'où elle pouvait atteindre, combien d'énergie il lui restait, ce qui pouvait attendre le lendemain. Elle mangeait peu, dormait mal. La nuit, le silence pressait contre ses oreilles, plus bruyant que n'importe quel son. Aucun pas, aucune respiration familière à ses côtés, seulement le bourdonnement de la ville et ses propres pensées, implacables. Elle repassait sans cesse les mots de Samuel. Je n'ai pas signé pour ça. À chaque fois, il la blessait davantage. Olive tenta de se distraire. Elle suivait ses exercices de rééducation. Elle lisait. Elle écoutait la radio.
Mais la solitude s'infiltrait partout. Les appels restaient sans réponse. Des amis qu'elle pensait présents ne donnaient pas de nouvelles. Certains ne savaient pas quoi dire. D'autres s'éloignaient simplement, mal à l'aise face à son état, incertains de la manière d'aider. Olive comprenait. Mais la douleur restait. L'argent devint une inquiétude constante. Le maigre soutien laissé par Samuel s'amenuisait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Frais médicaux, loyer, transport. Les chiffres ne s'équilibraient jamais. Elle sautait des repas sans vraiment s'en rendre compte, se persuadant qu'elle n'avait pas faim. Certains jours, elle ne quittait même pas la chambre. Le miroir au mur devint son ennemi silencieux. Elle l'évitait quand elle le pouvait, mais parfois son regard s'y attardait. Elle voyait la perte de poids, les yeux fatigués, une femme qui paraissait plus âgée que son âge réel. « Qui suis-je maintenant ?» se demanda-t-elle. Elle avait été l'épouse de quelqu'un, la partenaire de quelqu'un, une femme avec des projets. Maintenant, elle était un fardeau, même pour elle-même. Un après-midi, Olive tenta de passer de son fauteuil au lit sans aide. Elle estima mal la distance. Son corps glissa. Elle heurta le sol. La douleur fut vive et soudaine. Elle cria, plus de surprise que de blessure. Elle resta allongée un long moment, fixant le plafond, incapable de bouger. Personne ne vint. Après plusieurs minutes, elle se hissa péniblement, à la seule force de sa volonté et de ses bras tremblants. Lorsqu'elle atteignit enfin le lit, elle sanglotait pas bruyamment, mais avec une désespérance silencieuse. Ce soir-là, Olive ne pleura pas parce qu'elle était tombée. Elle pleura parce qu'elle avait compris quelque chose de terrifiant. Si quelque chose lui arrivait, personne ne le saurait. Les jours devinrent des semaines. Le monde d'Olive se réduisit à la taille de sa chambre. L'extérieur lui semblait lointain, inaccessible. Elle cessa d'attendre des messages. Cessa d'espérer des excuses qui ne viendraient jamais. Le nom de Samuel devint quelque chose qu'elle évitait de penser, mais il persistait, comme un bleu que l'on oublie jusqu'à ce qu'on le touche. Parfois, elle se demandait s'il pensait à elle, si la culpabilité le tenait éveillé la nuit. Mais ces questions ne faisaient qu'approfondir la douleur, alors elle les repoussait. Un après-midi, Olive sortit pour la première fois depuis plusieurs jours. Le soleil était chaud, l'air chargé de vie. Les gens passaient sans la remarquer. Elle s'arrêta près d'un petit étal au bord de la route, observant une femme âgée lutter pour arranger des objets sur une table basse. Les mains de la femme tremblaient lorsqu'elle tenta de ramasser un tissu tombé. Sans réfléchir, Olive s'approcha en fauteuil. « Laissez-moi vous aider, dit-elle doucement. La femme leva les yeux, surprise. Son visage était marqué par l'âge, mais ses yeux restaient vifs malgré la fatigue. « Merci, répondit-elle. Olive ajusta le tissu avec soin, ignorant la tension dans ses bras. Cela lui fit du bien de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, même quelque chose de petit. « Je m'appelle Béatrice, dit la femme. « Olive, répondit-elle. Elles parlèrent brièvement de la chaleur, de la journée, de choses sans importance. En s'éloignant, Olive sentit une étrange chaleur s'installer dans sa poitrine. Ce soir-là, elle pensa à Béatrice, à la façon dont la bonté ne disparaît pas simplement parce que la vie fait mal. Pourtant, le désespoir revenait facilement. Il y avait des moments sombres, silencieux, où Olive se demandait si continuer avait encore un sens. À quoi s'accrochait-elle? Son corps était brisé. Son mariage était terminé. Son avenir semblait effacé. Une nuit, elle resta longtemps assise sur le bord de son lit, fixant le sol. La pensée vint doucement. Peut-être serait-il plus facile d'arrêter d'essayer. Elle ne passa pas à l'acte. Mais la pensée elle-même l'effraya. Le lendemain matin, Olive se réveilla honteuse de la nuit précédente, honteuse d'avoir été si près d'abandonner. Elle se força à s'habiller, se força à manger un peu, se força à ressortir. Elle retrouva Béatrice Macasa au même endroit que la fois précédente. Cette fois, Béatrice sourit en la voyant. « Tu es revenue. »« Oui, dit Olive. Je me suis dit que vous auriez peut-être encore besoin d'aide. » Béatrice l'observa attentivement. « Tu as aidé plus que tu ne le crois, dit-elle. » Elles commencèrent à se retrouver ainsi. Des conversations calmes, des silences partagés, de petits gestes de bonté. Olive ne demanda jamais à Béatrice de parler de sa vie. Béatrice ne demanda jamais à Olive de parler de son passé. Elle n'en avait pas besoin. En présence de Béatrice,
Olive se sentait vue, pas plaint, pas jugée, simplement reconnue. La nuit, pourtant, le désespoir revenait. Olive restait éveillée, se demandant combien de temps elle pourrait continuer ainsi, combien de temps elle pourrait survivre sans espoir. Elle ne savait pas que ces jours, ces moments les plus bas, la façonnaient d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore voir. Elle ne savait pas que la bonté, même offerte dans la faiblesse, avait été remarquée. Elle ne savait pas que la femme qu'elle avait aidée au bord de la route portait un secret bien plus grand que ce que l'une ou l'autre pouvait imaginer. Tout ce qu'Olive savait, c'est qu'elle était fatiguée. Fatiguée d'être forte. Fatiguée d'être invisible. Mais même au plus profond de son désespoir, une vérité demeurait, silencieuse mais intacte. Elle était encore là, respirant, essayant. Et même si cela semblait impossible à croire, la vie qui l'avait dépouillée de tout était lentement en train de se préparer à lui offrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Pas encore. Mais bientôt. Olive et Curenza n'avaient jamais prévu de construire une amitié. Elle essayait seulement de survivre. Pourtant, chaque matin, lorsque le soleil réchauffait la route irrégulière devant son immeuble, elle se retrouvait à rouler vers le petit étal où Béatrice Mukasa s'asseyait tranquillement, arrangeant ses modestes marchandises de ses mains tremblantes. Leur rencontre n'avait rien de spectaculaire. Pas de grandes confessions, pas de larmes échangées en public, seulement une présence. Au début, Olive aidait sans un mot, ajustant la table, ramassant les objets tombés, offrant une aide discrète qui épargnait à Béatrice l'effort qu'elle s'efforçait tant de cacher. « Merci », disait Béatrice à chaque fois, comme si cette aide était un cadeau plutôt qu'un simple geste de bonté. Olive haussait les épaules. Ce n'est rien. Mais ce n'était pas rien. Pour Béatrice, qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître la sincérité, les gestes d'Olive avaient du poids. Ils n'étaient pas faits pour être admirés ni attendus en retour. Ils étaient silencieux, constants, offerts même lorsqu'Olive elle-même semblait épuisée. Un après-midi, le soleil était bas et implacable. La respiration de Béatrice devint laborieuse tandis qu'elle tentait de se lever. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », dit Olive doucement. « Je m'en occupe. » Béatrice la regarda attentivement. « Vous ne devriez pas vous fatiguer. » Olive esquissa un faible sourire. « Je fais pire tous les jours. » C'est ainsi que les conversations commencèrent. Décontractées, prudentes, mais sincères. Elle parlait du temps, du prix des aliments, de la façon dont le temps passait trop vite lorsqu'on n'y prêtait pas attention. Elles évitaient les questions trop profondes. Béatrice ne demanda jamais pourquoi Olive était en fauteuil roulant. Olive ne demanda jamais pourquoi Béatrice vivait si modestement malgré sa dignité tranquille. Dans cet accord tacite, la confiance naquit. Certains jours, Olive apportait de l'eau en plus. D'autres jours, elle restait plus longtemps, écoutant Béatrice raconter des fragments du passé, des histoires sans détail, des souvenirs adoucis par le temps. « Je marchais partout avant », dit un jour Béatrice en regardant la route. « Je ne pensais pas que je m'arrêterais un jour. » Olive hocha la tête. « Moi aussi, je pensais cela. » Il y avait une compréhension silencieuse entre elles. La bonté d'Olive ne s'arrêta pas à l'étal. Lorsqu'elle remarqua que Béatrice toussait de plus en plus souvent, elle insista pour l'accompagner, la poussant jusqu'à une clinique voisine. « Je ne peux pas me permettre des médecins », protesta faiblement Béatrice. « Je sais », répondit Olive. « Mais vous pouvez vous permettre mon aide. » Béatrice rit doucement. « Tu es têtue. »« J'ai appris de la vie », dit Olive. À la clinique, Olive attendit patiemment, les bras douloureux à force de se déplacer. Elle écouta attentivement les explications de l'infirmière, s'assurant que Béatrice comprenait tout. Elle ne paya rien qu'elle n'avait pas, mais elle offrit son temps, son attention, sa présence. Le soir, Olive rentra dans sa petite chambre, plus fatiguée qu'avant, mais plus légère. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit utile. Pendant ce temps, Béatrice observait Olive attentivement. Elle voyait ses efforts physiques, son silence face à la douleur. La manière dont Olive s'excusait d'avoir besoin de repos. La façon dont elle souriait même lorsque ses yeux étaient emplis d'épuisement. Béatrice reconnut quelque chose de familier, une force sans amertume. Un soir, alors qu'elles regardaient ensemble le ciel s'assombrir, Béatrice parla avec précaution. « Tu me rappelles quelqu'un. » Olive tourna la tête. « Qui ? » « Moi, plus jeune. » Olive rit doucement. « Alors je suis désolée. » Béatrice sourit. « Ne le sois pas. J'ai survécu.
Ce mot resta longtemps dans l'esprit d'Olive après son retour chez elle. Survécu. Il devint son objectif silencieux. Pas s'épanouir, pas gagner, simplement survivre, un jour à la fois. Les semaines passèrent. Leur routine se poursuivit, stable et ordinaire aux yeux de quiconque les observait de loin. Deux femmes, l'une jeune et brisée, l'autre âgée et usée, trouvant du réconfort dans une compagnie simple. Olive ne parla jamais de Samuel. Elle n'évoqua ni la trahison ni la perte. Elle n'en avait pas besoin. La douleur se révélait d'elle-même, dans la posture, dans les silences, dans la manière dont quelqu'un fixait le vide en croyant n'être observé par personne. Béatrice remarquait tout cela. Elle voyait Olive se crisper au passage des couples, éviter les discussions sur la famille, voir son sourire s'éteindre rapidement lorsque les conversations dérivaient vers le mariage. Mais Béatrice n'insistait pas. Elle offrait un soutien discret. « Mange », disait-elle en lui tendant un fruit. « Repose-toi », insistait-elle lorsqu'Olive se poussait trop loin. Un après-midi, Béatrice sortit de son sac une petite bourse en tissu. « Pour toi », dit-elle. Olive secoua la tête. « Je ne peux pas accepter. »« Ce n'est pas de l'argent », répondit Béatrice rapidement. À l'intérieur se trouvait un bracelet simple, usé par le temps. « Il appartenait à quelqu'un d'important pour moi », dit Béatrice. « Je veux que tu l'aies. » Olive hésita, puis l'accepta avec douceur. « Merci. » Elle ne savait pas pourquoi ce geste la touchait si profondément, mais il la bouleversa. Ce soir-là, Olive resta assise sur son lit, faisant tourner le bracelet entre ses doigts. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait rien donné sans rien attendre en retour. Sa bonté envers Béatrice avait été offerte librement, et maintenant elle recevait quelque chose de tout aussi libre. Cet équilibre lui était étranger, mais réconfortant. Ce qu'Olive ignorait, c'est que Béatrice Mukasa l'observait non seulement comme une amie, mais comme une femme évaluant son caractère. Béatrice avait vu beaucoup de gens au cours de sa vie. Elle avait vu l'avidité se déguiser en compassion. Elle savait reconnaître la sincérité sous l'humilité. Olive ne demandait jamais d'aide, ne laissait jamais deviner ses difficultés, ne changeait jamais son comportement, même lorsque Béatrice semblait vulnérable. Cela comptait. Un soir, Béatrice tomba soudainement malade. Étourdie, faible. Olive réagit immédiatement, appelant de l'aide, restant à ses côtés au milieu de la confusion et de la peur. Elle ne partit pas avant que Béatrice soit stabilisée, lui tenant la main dans les pires moments. « Je suis là », murmura Olive. « Tu n'es pas seule. » Béatrice la regarda, les yeux emplis de quelque chose de plus profond que de la gratitude. À cet instant précis, Béatrice prit une décision. Non par pitié, mais par respect. Quelques jours plus tard, alors que Béatrice se remettait, elle observa Olive se pousser une fois de plus le long de la route, la détermination gravée sur le visage. Olive croyait simplement aider une vieille femme. Elle ignorait que sa bonté silencieuse offerte sans espoir, sans exigence avait touché quelqu'un ayant le pouvoir de transformer complètement sa vie. Pour l'instant, Olive savait seulement ceci. Dans un monde qui lui avait tout pris, elle était encore capable de donner. Et, d'une certaine manière, cela lui faisait se sentir humaine à nouveau. Le matin où Béatrice Mukasa n'apparut pas à l'étal du bord de la route, Olive Nuranza sentit une inquiétude sourde s'installer dans sa poitrine. Le soleil était déjà haut, la route animée de pas pressés et de conversations murmurées, mais la petite table restait vide. Aucun tissu étalé, aucune main attentive arrangeant les objets, aucun signe de tête familier. Olive attendit. 10 minutes passèrent, puis 20. Elle se dit que Béatrice se reposait, qu'elle récupérait. Le dernier épisode à la clinique avait été effrayant, mais Béatrice en avait ri, assurant qu'elle irait bien. Pourtant, l'inquiétude d'Olive s'alourdissait à chaque minute. Elle s'approcha de l'endroit habituel, scrutant la rue comme si Béatrice pouvait apparaître soudainement, souriante et confuse. « Rien ?» demanda un vendeur voisin en jetant un coup d'œil. « Vous cherchez la vieille dame ?»« Oui », répondit Olive. « Vous l'avez vue aujourd'hui ?» Le vendeur secoua lentement la tête. « Une ambulance est venue tôt ce matin. Ils l'ont emmenée. » Le souffle d'Olive se coupa. « Vous savez où ?» demanda-t-elle d'une voix à peine stable. « L'hôpital public, je crois. » Olive n'hésita pas. Elle tourna son fauteuil vers la route, les bras déjà douloureux à l'idée de la distance. Elle poussa quand même, plus vite qu'elle ne l'aurait dû,
animé par quelque chose de plus profond que la peur. À l'hôpital, l'air était différent, plus lourd, plus silencieux, d'une manière qui rendait chaque son plus intense. Olive s'approcha de l'accueil, se forçant à parler clairement. « Je cherche Béatrice Mazza. Elle a été amenée ce matin. » L'infirmière consulta les dossiers. Son expression changea presque imperceptiblement. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Êtes-vous de la famille ?» Olive hésita. « Non, je suis une amie. » L'infirmière hocha lentement la tête. « Veuillez patienter. » Ces mots « veuillez patienter » s'étirèrent comme une éternité. Olive resta assise dans le couloir, fixant le sol poli, écoutant l'écho des pas et des voix lointaines. Son esprit rejouait leur conversation. Le bracelet. Les rires discrets. Le regard de Béatrice lors des moments les plus difficiles. Après ce qui sembla être des heures, un médecin s'approcha. « Olive Nuranza ?» demanda-t-il. Elle leva immédiatement les yeux. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Béatrice Mazza est décédée tôt ce matin. » Les mots ne s'imprimèrent pas tout de suite. « Décédée. » La poitrine d'Olive se serra. « Puis-je la voir ?» Le médecin acquiesça. La chambre était petite, baignée d'une lumière vive, comme inconsciente de la gravité du moment. Béatrice reposait immobile, le visage paisible, les mains soigneusement croisées. Olive s'approcha en fauteuil, les larmes brouillant sa vision. « Je suis venue, » murmura-t-elle. « Je suis là. » Elle tendit la main et toucha doucement celle de Béatrice. Elle était froide. Longtemps, Olive resta là sans parler, respirant simplement, laissant la perte s'installer dans ses os. Elle n'avait pas connu Béatrice depuis longtemps, pas en années, pas comme on mesure habituellement la proximité. Mais Béatrice avait été là quand personne d'autre ne l'était. Elle avait écouté sans demander d'explication. Elle avait vu Olive non comme brisée, mais comme humaine. Et maintenant, elle était partie. Les funérailles furent modestes. Quelques parents éloignés, quelques connaissances. Aucun discours grandiose, aucune démonstration de richesse. Olive y assista seule. Elle portait des vêtements simples, le bracelet que Béatrice lui avait offert attaché autour du poignet. Elle écouta en silence les prières pendant que la terre retombait sur la terre. Quand tout fut terminé, Olive resta encore un moment, fixant le monticule de terre fraîche. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir vue. » Les jours passèrent. L'étal au bord de la route resta vide. La ville continua sa vie, indifférente à l'absence d'une vieille femme. Olive retourna dans sa chambre, plus lourde qu'avant. Le petit réconfort qu'elle s'était construit, ses conversations quotidiennes qui rythmaient ses journées avaient disparu. Elle fit son deuil en silence. Puis, un après-midi, son téléphone sonna. Le numéro lui était inconnu. « Allô ?» répondit Olive avec prudence. « Est-ce Olive Nuranisa ?» demanda une voix d'homme. « Oui. Je m'appelle Joseph Adami. Je vous appelle au sujet de Béatrice Mukasa. » Olive se redressa. « Est-ce qu'il y a un problème ?» Il y eut une pause. « Je suis son représentant légal, » dit-il. « Nous devons nous rencontrer en personne. » Le cœur d'Olive se mit à battre plus vite. « À propos de quoi ? » « De sa succession. »« Sa succession ?» Olive fronça les sourcils. « Je crois qu'il y a une erreur. Béatrice vivait très simplement. »« Non ? Je comprends, » répondit calmement Monsieur Adami. « Veuillez venir à mon bureau demain. Il y a des questions qui vous concernent directement. » La communication fut coupée avant qu'Olive puisse poser d'autres questions. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Les interrogations envahirent son esprit. Pourquoi un avocat la contactait-il? Quelle succession Béatrice aurait-elle bien pu laisser? Avait-il été commis une erreur? Elle se força à ne rien attendre. Le chagrin a parfois une façon cruelle de jouer avec l'espoir. Le lendemain, Olive arriva au bureau petit, mais bien entretenu. Monsieur Adami l'accueillit poliment, professionnel et respectueux. « Je vous en prie, » dit-il en lui montrant une chaise. « Installez-vous. » Olive resta dans son fauteuil roulant, les mains serrées sur ses genoux. « Mademoiselle Nuranisa, » commença Monsieur Adami, « Béatrice Mukasa vous a mentionné dans son testament. » Olive le fixa. « Je ne comprends pas. Elle m'a donné instruction de vous contacter après son décès, » poursuivit-il. Elle vous décrivait comme une personne qui lui avait montré une bonté inconditionnelle. Olive déglutit.
Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Monsieur Adamy esquissa un léger sourire. Selon elle, si. Il fit glisser vers elle un dossier épais, officiel. Je ne peux pas tout vous révéler aujourd'hui, dit-il. Mais vous devez savoir que Béatrice Mukasa n'était pas celle qu'elle semblait être. Le cœur d'Olive s'emballa. Que voulez-vous dire? Elle a choisi de vivre modestement. Ses biens sont considérables, et vous êtes au centre de ses dernières volontés. Olive secoua lentement la tête. Il doit y avoir quelqu'un d'autre, de la famille, des proches. Il y en a, reconnut monsieur Adamy. Mais son testament est très clair. Olive se sentit étourdie. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Parce que, répondit doucement monsieur Adamy, vous l'avez aidé sans rien attendre en retour. Il referma le dossier. Il y aura des conditions, des procédures légales, du temps. Pour l'instant, préparez-vous. Votre vie est sur le point de changer. Olive quitta le bureau comme dans un rêve. Elle roula dans la rue sous le même soleil qui l'avait vue souffrir pendant des mois, l'esprit incapable de saisir ce qu'elle venait d'entendre. Béatrice, si discrète, si humble, cachait quelque chose d'immense. Et ce secret venait de la trouver. De retour dans sa chambre, Olive fixa longtemps le bracelet à son poignet. La femme qu'elle avait aidée sans attente l'avait vue. Non comme un fardeau, ni comme un corps brisé, mais comme une personne digne de confiance. Olive ne savait pas encore ce que Béatrice avait laissé derrière elle. Elle ignorait les chiffres, l'ampleur, l'impact. Elle savait seulement ceci, la bonté qu'elle avait offerte dans sa nuit la plus sombre lui revenait discrètement, tardivement avec un poids capable de tout changer. Et la vie que Samuel avait abandonnée allait bientôt révéler une vérité que personne n'avait vue venir. 3 jours plus tard, Olive Nuranisa retourna au bureau de monsieur Joseph Adamy, le cœur lourd d'incertitude. Le bâtiment n'avait pas changé. Calme. Ordonné. Discret. Mais Olive, elle, se sentait différente. Depuis l'appel, depuis la première rencontre, son sommeil était léger, ses pensées tournant sans cesse autour d'une seule question. Pourquoi moi? Monsieur Adamy l'accueillit avec le même professionnalisme, mais son regard semblait plus doux, comme s'il percevait sa fragilité. Commençons, dit-il en s'asseyant. Olive acquiesça, les mains serrées. Monsieur Adamy ouvrit un dossier épais et aligna plusieurs documents devant lui. Béatrice Mukasa était une femme discrète, commença-t-il. Elle attachait une grande importance à la confidentialité. Même de nombreux membres de sa famille ignoraient l'étendue réelle de sa fortune. Olive écoutait, presque sans respirer. Pendant des décennies, poursuivit-il, elle a investi intelligemment. Entreprises, biens immobiliers, placements à long terme dans plusieurs régions. Elle a choisi de vivre simplement, non par nécessité, mais par choix. Olive secoua la tête. Je l'ai vue lutter. Je pensais qu'elle n'avait rien. Elle avait plus que la plupart des gens, dit doucement monsieur Adamy. Elle ne croyait simplement pas que la richesse définissait la dignité. Il marqua une pause, puis reprit. Avant son décès, elle a modifié son testament. La poitrine d'Olive se serra. Elle a demandé que ses biens soient distribués selon un principe central, récompenser le caractère. Il lui tendit un document. Selon ce testament, vous êtes la bénéficiaire principale. La pièce sembla vaciller. Olive fixa le papier, la vue brouillée. Bénéficiaire principale? Oui. Béatrice vous a légué la majeure partie de sa succession. Aucun son ne sortit de la bouche d'Olive. C'est impossible, murmura-t-elle enfin. Je ne suis pas de sa famille. Vous êtes exactement la personne qu'elle avait choisie, répondit-il doucement. Il tourna une page. La valeur totale de la succession est estimée à environ 96 millions de dollars. Le chiffre frappa Olive comme un choc physique. 96 millions. Ses oreilles bourdonnaient. Son cœur battait à tout rompre. Je n'ai même pas de quoi payer mon loyer, balbutia-t-elle. Elle le savait, dit simplement monsieur Adamy. Olive ferma les yeux. Les larmes coulèrent. Elle vous observait, continua-t-il. Assez près pour voir qui vous étiez quand personne ne regardait. Les souvenirs affluèrent, l'étal, la clinique, la nuit passée à tenir la main de Béatrice. Je ne l'ai pas aidée pour recevoir quelque chose, murmura Olive. C'est précisément pour cela qu'elle vous a choisi. Il expliqua les conditions. Aucune épreuve cruelle. Aucune vengeance. Aucune reconnaissance publique exigée. Une seule condition,
utiliser la richesse de manière responsable, en accord avec les valeurs de dignité, de compassion et d'intégrité. Et si je refuse? Demanda Olive. Monsieur Adami lui tendit une lettre. Elle avait prévu cette question. Olive la lut, tremblante. Olive, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. N'aie pas peur de ce que je t'ai laissé. Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais faible, mais parce que tu étais forte quand cela comptait. La richesse est dangereuse seulement entre les mains de ceux qui la recherchent. Toi, tu ne l'as jamais fait. Olive éclata en sanglots. Pas à cause de l'argent, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait vraiment vue. En quittant le bureau, le monde lui sembla irréel. Le soleil brillait. Les rues étaient inchangées. Les passants ignoraient qu'une femme invisible venait d'hériter d'une fortune inimaginable. De retour dans sa petite chambre, Olive s'assit en silence. 96 millions. Ce chiffre n'apportait pas la joie, mais la responsabilité. Elle pensa à Samuel, à l'homme qui était parti quand elle était devenue un fardeau. Elle ne ressentit pas de colère. Seulement de la clarté. Elle toucha le bracelet et murmura. « Merci. » Cette nuit-là, Olive prit une décision. Elle n'annoncerait pas l'héritage. Elle ne chercherait pas la vengeance. Elle ne changerait pas du jour au lendemain. Elle guérirait d'abord. Encore. Puis en esprit. L'argent pouvait attendre. De l'autre côté de la ville, Samuel Incoranza riait autour d'un dîner avec Nadia Kamar, ignorant que la femme qu'il avait abandonnée était désormais l'une des personnes les plus riches qu'il rencontrerait jamais. Et Olive Nuranisa, assise tranquillement dans sa chambre modeste, comprenait quelque chose que Samuel n'avait jamais compris. Le vrai pouvoir n'arrive pas dans le bruit. Il arrive dans le silence. Et quand il arrive, il change tout. Olive Nuranisa ne s'est pas réveillée riche le matin après avoir appris la vérité. Elle s'est réveillée comme elle le faisait depuis des mois. Lentement, prudemment, avec le poids familier de son corps lui rappelant ses limites. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre fissurée de sa petite chambre, touchant le mur avec la même douceur silencieuse que toujours. Rien n'avait changé à l'extérieur. Mais à l'intérieur d'Olive, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis l'accident, elle ne sentait plus que sa vie était terminée. Elle ne se sentait ni triomphante, ni exaltée. Ce qu'elle ressentait était quelque chose de bien plus stable, la possibilité. Ce matin-là, elle bougea avec intention, prépara du thé, s'assit calmement tandis que la vapeur montait de la tasse. Le chiffre 96 millions lui paraissait toujours irréel, comme une histoire appartenant à quelqu'un d'autre. Elle n'en avait parlé à personne, ni à un ami, ni à un voisin, pas même au thérapeute qui l'avait vu lutter semaine après semaine. Elle voulait du silence, du temps, de l'espace pour respirer sans attente. Cet après-midi-là, Olive appela le docteur T. Elias Mohanji. « Je veux reprendre la thérapie, dit-elle calmement. De manière plus intensive. Je suis prête. » Il y eut un silence au bout du fil, puis de la surprise, puis de la chaleur. « C'est une très bonne nouvelle, » répondit le docteur Mohanji. « Nous pouvons concevoir un programme adapté à vos besoins. » Olive hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Je veux tout essayer. » Elle ne dit pas pourquoi. Elle ne mentionna pas l'argent. Et le docteur Mohanji ne posa pas de questions. Le centre de rééducation qu'Olive choisit était modeste mais réputé. Pas de luxe, pas de titre dans les journaux. Elle paya discrètement, organisant tout par l'intermédiaire du bureau de Monsieur Adami afin d'éviter toute attention. Pour le personnel, elle n'était qu'une patiente de plus, déterminée à retrouver autant d'autonomie que possible. Les premières séances furent brutales. Ses muscles tremblaient. La sueur imbibait ses vêtements. La douleur surgissait dans des zones qu'elle avait appris à ignorer. Mais Olive l'accueillait. La douleur signifiait l'effort. L'effort signifiait la vie. Certains jours, elle rentrait dans sa chambre épuisée au-delà des mots. Ses bras la faisaient souffrir, son dos brûlait. Mais le soir, lorsqu'elle s'allongeait, elle dormait plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Les progrès arrivèrent lentement, quelques secondes de plus debout avec soutien, des transferts plus stables, un meilleur équilibre. Chaque amélioration était minime, mais Olive les célébrait en silence, seule. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait besoin de preuves. Et chaque jour, son corps lui en donnait juste assez pour continuer. Olive commença aussi à voir une conseillère, non parce qu'elle était brisée,
mais parce qu'elle avait tout porté seule trop longtemps. Elle parla de l'accident, de Samuel, du moment où il était parti. Elle parla de la honte, du sentiment d'être invisible, de l'idée que sa vie avait perdu de la valeur. La conseillère l'écoutait sans jugement. « Est-ce que vous le croyez encore ?» lui demanda-t-elle doucement un jour. Olive réfléchit longuement. « Non, » répondit-elle. « Mais je l'ai cru pendant longtemps. » Elle apprit que la guérison n'était pas un chemin droit. Certains jours, les souvenirs revenaient sans prévenir. Un rire venant d'une autre pièce, une odeur familière, un couple qui passait en se tenant la main. Ces jours-là, Olive acceptait la douleur, mais ne la laissait pas la définir. Elle recommença à lire. Des livres qu'elle avait abandonnés autrefois. Des histoires de personnes qui avaient tout perdu et trouvé un sens inattendu. Le soir, elle écrivait dans un petit carnet. Pas des plans, pas des rêves. Des réflexions. Qui elle avait été. Qui elle devenait. Elle n'écrivait pas souvent le nom de Samuel. Et quand elle le faisait, ce n'était pas avec amertume. À travers la ville, Samuel Anoruniza apprenait une leçon bien différente. La vie avec Nadia Kamar n'était pas aussi facile qu'elle en avait l'air au début. Au départ, tout semblait léger, libre. Pas d'horaires médicaux, pas de séances de thérapie, pas de mouvements calculés. Mais peu à peu, des fissures apparurent. Nadia remarqua quand Samuel hésitait face aux dépenses, quand son travail n'avançait pas aussi vite qu'il l'avait promis. Quand le stress remplaçait la confiance. « Tu avais dit que les choses s'amélioreraient », fit-elle remarquer un soir, les yeux rivés sur son téléphone. « Elles s'amélioreront », répondit Samuel, agacé. « Ça prend du temps. » Nadia soupira. « Je pensais juste que… » Elle ne termina pas sa phrase, mais Samuel l'entendit quand même. Pendant ce temps, Olive se concentrait sur elle-même. Elle n'améliora rien. Elle n'acheta pas de nouveaux vêtements, à part ceux nécessaires à la thérapie. Elle ne déménagea pas. Elle n'annonça pas une nouvelle vie. Elle attendait non par peur, mais parce qu'elle construisait quelque chose de solide sous la surface. Un après-midi, alors qu'Olive s'exerçait à se tenir debout entre les barres parallèles, le docteur Mohanji l'observa attentivement. « Vous avez beaucoup progressé, dit-il. Plus que vous ne le pensez. » Olive sourit légèrement. « Je me sens plus forte. »« Vous l'êtes » répondit-il. « Physiquement. Mentalement. » Elle hocha la tête. « J'ai dû apprendre à survivre d'abord. » Il la regarda avec un respect silencieux. Beaucoup de gens n'y parviennent jamais. Ce jour-là, Olive rentra chez elle fatiguée, mais pleine d'espoir. Elle s'arrêta devant son immeuble, observant les passants. Des gens qui ne connaissaient ni son histoire, ni sa douleur, ni sa fortune. Elle aimait que ce soit ainsi. Le soir, elle sortit le bracelet de Béatatrice et le serra dans sa paume. « J'essaie, » murmura-t-elle. « Comme tu l'as dit. » Dans ces moments de doute, elle se rappelait le regard de Béatatrice, un regard de confiance, pas de pitié. Cette confiance la portait bien plus que l'argent ne l'aurait jamais pu. Les semaines passèrent, puis les mois. Le corps d'Olive répondit lentement mais sûrement. Elle retrouva une force partielle, un meilleur contrôle, davantage d'autonomie. Sa thérapeute souriait plus souvent. « Vous faites un travail remarquable », lui dit-elle un jour. Olive secoua la tête. « Je n'abandonne simplement pas. » Elle commença aussi à se renseigner discrètement sur des organisations venant en aide à des personnes comme elle. Des personnes abandonnées lorsqu'elles devenaient gênantes. Des femmes qui avaient tout perdu parce que quelqu'un avait décidé qu'elle ne valait plus la peine qu'on reste. Elle ne donna pas encore d'argent. Elle observait. Elle écoutait. Elle apprenait. L'héritage restait intact, soigneusement géré, en attente. Olive savait que le moment viendrait d'entrer dans cette nouvelle réalité, mais pas encore. Pas tant qu'elle ne pourrait pas tenir debout émotionnellement, sans s'appuyer sur quoi que ce soit d'autre. Ainsi se poursuivait la renaissance silencieuse d'Olive Nuraniza. Sans annonce. Sans vengeance. Juste une force reconstruite, un souffle à la fois. Le monde qu'il avait ignoré allait la revoir. Mais lorsqu'il le ferait, il ne reconnaîtrait pas la femme qu'elle était devenue. Samuel Incoranza avait cru que quitter Olive avait été la décision la plus difficile de sa vie. Il se trompait. Au début, la vie avec Nadia Kamara ressemblait à la liberté. Pas d'horaire. Pas d'hôpitaux. Pas de fauteuil roulant à contourner. Les matins étaient spontanés. Les soirées bruyantes de musique et de conversation.
Samuel se persuada qu'il avait enfin choisi le bonheur. Mais la liberté, il l'apprit vite, exigeait des preuves. Nadia aimait l'idée du succès plus que le chemin pour y parvenir. Elle aimait les restaurants où l'on se faisait remarquer, les événements où les noms comptaient, le genre de vie qui annonçait un statut avant même qu'on pose la question. Au début, Samuel tenta de suivre. Il paya des dîners qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Il accepta des sorties qu'il aurait autrefois refusées. Il rassura Nadia quand elle posait des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Les choses avancent, disait-il. Donne-moi juste un peu de temps. Mais le temps avait cette façon implacable de révéler la vérité. Son travail stagnait. Les promesses d'avancement devenaient des reports polis. Des projets échouaient. La concurrence devenait plus rude. La confiance qu'il portait autrefois avec aisance se fissurait. Nadia le remarqua. Elle remarqua ses hésitations avant de payer les factures, son évitement des conversations sur un logement meilleur, le stress qui remplaçait l'ambition dans sa voix. Un soir, assise dans son appartement, elle le regarda par-dessus son verre. « Alors, c'est quoi la suite ?» demanda-t-elle avec désinvolture. Samuel fronça les sourcils. « Comment ça ? La vraie suite ?» précisa-t-elle. « Tu avais dit que les choses iraient mieux une fois que tu aurais de l'espace pour te concentrer. » Samuel soupira. « Elles iront mieux. » Nadia posa son verre. « Je ne veux juste pas rester bloqué. » Le mot le frappa de plein fouet. Bloqué. C'était le mot qu'il avait utilisé pour décrire sa vie avec Olive. Et maintenant, il se retournait contre lui. Les jours passèrent. La tension grandissait silencieusement entre eux. Samuel recommença à rester tard au travail, non parce qu'il le devait, mais parce qu'il ne voulait plus rentrer chez lui pour affronter des conversations qui ressemblaient à des interrogatoires. Nadia devint plus froide, moins patiente, moins compréhensive. « Tu avais promis », lui rappelait-elle souvent. « Je n'ai jamais promis de délai », répliquait Samuel sèchement. Un soir, Nadia le fixa, peu impressionnée. « Je n'ai pas quitté mon confort pour régresser. » Cette nuit-là, Samuel resta éveillé, fixant le plafond, sentant une lourdeur familière s'installer dans sa poitrine. Pour la première fois, un souvenir surgit sans y être invité. Olive assise calmement à table, lui demandant comment s'était passée sa journée. Olive célébrant ses plus petites victoires. Olive croyant en lui quand il n'avait rien. Il chassa cette pensée. À l'autre bout de la ville, Olive Nuranisa vivait paisiblement, volontairement ignorante du délitement émotionnel que traversait Samuel. Elle poursuivait sa thérapie, continuait de renforcer son corps, continuait d'apprendre à exister sans s'excuser. Elle ne suivait pas la vie de Samuel, ne consultait pas les réseaux sociaux, ne demandait aucune nouvelle aux connaissances communes. Elle n'en avait pas besoin. Samuel, en revanche, commença à avoir des rappels d'Olive partout. Une femme en fauteuil roulant attendant patiemment à un arrêt de bus. Une voix douce offrant de l'aide sans qu'on la demande. Une force discrète, qui ne se proclamait pas. La culpabilité qu'il avait enfouie refit surface. Puis vinrent les difficultés financières. Une dépense imprévue. Un paiement retardé. Une occasion manquée. Nadia réagit vivement. « Tu m'avais dit que tu étais stable », lança-t-elle, l'agacement évident. « Je le suis », répondit Samuel sur la défensive. « Les choses fluctuent. »« Je n'ai pas de temps pour les fluctuations », rétorqua-t-elle. Les disputes suivirent, d'abord petites, puis de plus en plus bruyantes. Nadia accusa Samuel de manquer d'ambition. Samuel accusa Nadia d'être matérialiste. « Tu savais qui j'étais » dit-il un soir. « Je savais qui tu disais être » répliqua Nadia. L'illusion se brisa complètement. Un soir, Samuel rentra et trouva Nadia en train de faire son sac. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Elle ne le regarda pas. « Je vais rester quelque temps chez une amie. »« Combien de temps » Elle ferma la fermeture éclair. « Je ne sais pas. » La panique monta en lui. « On peut arranger ça. » Nadia se tourna enfin vers lui. « Je ne pense pas que tu puisses me donner ce que je veux. » Elle marqua une pause. « Je pensais que quitter ta femme signifiait que tu choisissais plus, pas moins. » Les mots le blessèrent plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Après son départ, Samuel resta seul dans l'appartement, entouré d'un silence trop familier. Sauf que cette fois, il n'était pas nouveau. Il était mérité. Les jours devinrent des semaines. Nadia ne revint pas. Les messages restèrent sans réponse. Finalement,
Samuel cessa d'essayer. Il commença à réduire ses dépenses, à rapetisser sa vie morceau par morceau. La confiance qu'il portait autrefois avait disparu, remplacée par un regret silencieux. Un après-midi, il croisa Ruth Nuranisa dans un petit marché. Elle parut surprise de le voir. « Samuel, dit-elle. »« Ruth, répondit-il. » Ils échangèrent quelques politesses, puis elle hésita. « Comment va Olive » demanda-t-elle prudemment. La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas, admit-il. » Ruth l'observa. « Tu devrais. » Samuel détourna le regard. « Elle se porte mieux sans moi. » Ruth ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit doucement. « Je ne crois pas que tu comprennes ce que tu as perdu. » Les mots résonnèrent longtemps après son départ. Cette nuit-là, Samuel ne parvint pas à dormir. Il pensa au silence d'Olive lors de leur dernière conversation, à la manière dont elle n'avait ni supplié, ni crié, ni tenté de le retenir. Elle l'avait simplement laissé partir. À l'époque, il avait pris cela pour de la faiblesse. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Il commença à poser des questions, subtiles, anodines. « Comment va Olive ces temps-ci » demanda-t-il un jour à un ancien voisin. La réponse le surprit. « Elle est différente, » dit le voisin. « Plus forte. Plus calme. Pas comme je m'y attendais. »« Différente comment » voulut demander Samuel. Mais il ne le fit pas. Quelque chose en lui craignait la réponse. Pendant ce temps, Olive avançait, sans savoir que l'homme qui l'avait abandonné se désagrégeait peu à peu sous le poids de ses propres choix. Elle n'avait pas planifié de revanche. Elle n'avait pas attendu de validation. Elle avait simplement guéri. Et parfois, cela suffisait comme punition. Un soir, Samuel se tint à un carrefour animé, regardant la ville s'agiter autour de lui. Il réalisa avec une lucidité douloureuse que la vie qu'il avait choisie ne l'avait pas libéré. Elle l'avait exposé sa peur, son impatience, son incapacité à aimer lorsque l'amour exigeait du sacrifice. Et tandis que les regrets s'enfonçaient profondément dans sa poitrine, Samuel Encuranza comprit quelque chose bien trop tard. Il avait quitté la seule personne qu'il avait aimée quand il n'avait rien, pour découvrir que le monde était bien moins indulgent qu'elle ne l'avait jamais été. Samuel n'avait pas prévu de revoir Olive. S'il était honnête avec lui-même, une part de lui l'évitait. Une autre espérait que cela arrive par hasard, que le destin décide à sa place. Mais le destin n'attend pas le confort. La rencontre eut lieu par un après-midi clair, trop lumineux pour des émotions non résolues. Samuel sortait d'un centre médical après un contrôle de routine qu'il pouvait à peine se permettre, quand il la vit. Au début, il n'était pas sûr que ce soit Olive. La femme près de l'entrée semblait posée, plus grande, plus droite. Sa posture dégageait une assurance qu'il ne reconnaissait pas. Elle s'appuyait légèrement sur une canne, non assise dans un fauteuil roulant, parlant calmement avec une réceptionniste. Samuel se figea. Puis elle se tourna. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, le monde sembla se réduire à cet instant unique. « Olive » dit-il avant de pouvoir se retenir. Elle le regarda. Vraiment. Et Samuel sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de colère. Pas de désir. De la reconnaissance. « Samuel » répondit Olive calmement. Sa voix était stable, claire, sans hésitation. Il fit un pas en avant, incertain. « Je ne savais pas que tu venais ici. J'ai parfois des séances de thérapie, compléta-t-elle doucement. » Il hocha la tête, avalant difficilement sa salive. « Tu as l'air en forme. »« Je le suis, » dit-elle simplement. Il n'y avait ni fierté ni amertume dans sa voix. Seulement la vérité. Samuel jeta un regard à la canne. « Tu marches. »« Certains jours, » répondit Olive. « Certains jours sont meilleurs que d'autres. » Un silence épais s'installa, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Samuel se racla la gorge. « On peut parler ?» Olive le considéra un instant. Puis elle hocha la tête. « On peut. » Ils s'assirent sur un banc à l'extérieur, le soleil réchauffant le sol sous leurs pieds. Samuel était raide, les mains jointes. Olive, à côté de lui, semblait détendue, présente. « J'ai beaucoup pensé à toi, » commença Samuel. « À tout. »« Je sais, » répondit Olive doucement. « Les gens pensent souvent quand tout s'effondre. » Les mots piquèrent, mais ils n'étaient pas cruels. « J'ai fait des erreurs, » dit Samuel rapidement. « J'avais peur. Je ne savais pas comment gérer. »
Tu n'as pas besoin d'expliquer, dit Olive. Je comprends. Il la regarda brusquement. Tu comprends? Oui. Tu as choisi la vie qui te demandait moins. La franchise le mit à nu. Samuel inspira profondément. Je n'aurais pas dû te quitter comme ça. Non, admit Olive. Tu n'aurais pas dû. Il attendit la colère, les reproches, la douleur. Rien ne vint. J'avais tort, dit-il. À propos de toi, de nous. Olive hocha la tête. Je sais. La simplicité de sa réponse le déstabilisa plus que la colère ne l'aurait fait. J'ai entendu dire que tu allais mieux, poursuivit-il. Que tu avais changé. Oui, répondit Olive. Parce que je n'avais pas le choix. Samuel hésita, puis posa la question qui le brûlait depuis des semaines. Il y a autre chose? J'ai entendu des rumeurs. Olive haussa un sourcil. Des rumeurs disant que tu avais de l'argent. Que tu n'es plus pauvre. Il voulait dire, plus en difficulté, plus brisé. Olive le regarda longuement. Puis elle hocha la tête. C'est vrai. Le souffle de Samuel se coupa. Combien? Olive soutint son regard. Assez pour ne plus jamais m'inquiéter. La réalisation le frappa de plein fouet. Les souvenirs affluèrent, l'enveloppe qu'il lui avait laissée. La pitié. La certitude qu'elle aurait toujours besoin d'aide. Et tu ne l'as dit à personne, murmura-t-il. Je n'en avais pas besoin, répondit Olive. Sa poitrine se serra. Je ne savais pas. Non, dit-elle doucement. Tu ne savais pas. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Seulement un constat. Je serais resté, lâcha Samuel soudainement. Si j'avais su. Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Olive ne réagit pas immédiatement. Puis elle le regarda, vraiment, et quelque chose changea dans ses yeux. Pas de colère. De la clarté. C'est précisément pour ça, dit-elle doucement, que tu ne pouvais pas rester. Samuel se sentit mis à nu, honteux. Je t'aimais, dit-il. Je t'aime encore. Olive leva doucement la main. Samuel, s'il te plaît. Elle inspira profondément. Je t'ai aimé assez fort pour me briser en essayant de nous maintenir ensemble. Il baissa les yeux. Mais l'amour, poursuivit-elle, ne se prouve pas quand tout est facile. S'éprouver lorsque rester à un coup. Samuel hocha lentement la tête. Je t'ai fait défaut. Oui, répondit Olive. Tu l'as fait. L'honnêteté était tranchante, mais nette. Pour la première fois, Samuel comprit que le pardon ne s'accompagnait pas toujours d'une restauration. Je ne veux pas de ton argent, dit-il rapidement. Ça ne m'intéresse pas. Olive esquissa un léger sourire. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il. Elle regarda la route, observant les passants. Des gens aux vies aussi complexes et invisibles que la sienne l'avaient été autrefois. Je veux la paix, dit-elle. Et une vie construite sur le choix, pas sur la peur. Samuel déglutit difficilement. Y a-t-il une chance que nous réessayons? La question resta suspendue entre eux. Olive se tourna vers lui. Non, dit-elle doucement. Le mot tomba avec douceur, mais il était définitif. Je ne suis pas en colère contre toi, poursuivit-elle. Je ne te souhaite aucun mal, mais je ne peux pas retourner dans un endroit où ma valeur dépendait de ma commodité. Samuel acquiesça, des larmes montant malgré lui. Je comprends, murmura-t-il. Ruth et Curanza s'approchèrent prudemment de loin, les ayant remarqués ensemble. Ruth s'arrêta en voyant Olive, la surprise traversant son visage. Olive, dit-elle doucement. Ruth, répondit Olive chaleureusement. Ruth sourit. Tu as l'air forte. Olive hocha la tête. Je le suis. Ruth jeta un regard à son frère, puis revint vers Olive. Je suis contente. Olive aussi. Samuel se leva lentement. Merci, dit-il. De m'avoir écouté. Tu avais besoin de le dire, répondit Olive. Mais ça ne veut pas dire que je devais le porter. Elle se leva à son tour, s'appuyant sur sa canne. Prends soin de toi, Samuel. Il la regarda s'éloigner. Lente, déterminée, indépendante. Pour la première fois, il vit réellement ce qu'il avait perdu. Pas l'argent, pas le confort, mais une femme qui avait appris à tenir debout sans lui. Et Olive Nuranza, avançant sous le ciel ouvert, sentit quelque chose se poser paisiblement en elle. La clôture.
Olive et Curanza ne se sentirent pas victorieuses après avoir quitté Samuel. Elle se sentit calme dans les jours qui suivirent leur rencontre. Elle reprit ses routines, la thérapie le matin, des après-midi calmes de lecture et de réflexion, des soirées remplies de projets qui ne naissaient plus de la peur, mais de l'intention. Elle avait déjà traversé le pont le plus difficile. Le passé ne tirait plus sur ses chevilles. Alors que les procédures juridiques touchaient à leur fin, Olive s'autorisa enfin à entrer pleinement dans la réalité de ce que Béatrice Mukasa lui avait confié. Elle rencontra de nouveau Monsieur Joseph Hady, cette fois sans trembler, sans être submergée, mais posée. « Je sais ce que je veux faire, » dit Olive. Monsieur Hady écouta attentivement pendant qu'elle expliquait. Elle ne voulait pas d'extravagance. Elle ne voulait pas de gros titres. Elle ne voulait pas d'une vengeance déguisée en générosité. Elle voulait du sens. La première initiative qu'Olive approuva fut un fonds de soutien à la rééducation pour les personnes handicapées abandonnées par leur famille, leurs partenaires ou par les circonstances. Il couvrait la thérapie, les aides techniques et le logement transitoire discrètement, respectueusement, sans conditions humiliantes. Cela aidera beaucoup de gens, dit Monsieur Hady. C'est le but, répondit Olive. Ensuite, elle investit dans des programmes de formation pour des femmes qui avaient tout perdu après un divorce, une maladie ou une trahison. Des femmes qui, comme elle, avaient un jour entendu qu'elle ne valait plus la peine qu'on reste pour elle. Olive ne mit pas son nom sur des bâtiments. Elle ne fit pas de discours. Elle visita. Elle écouta. Elle s'assit à côté de femmes en fauteuil roulant, sur des bancs usés, dans des salles communes qui sentaient la survie. « Je sais », leur disait-elle quand les mots manquaient et elle la croyait, parce qu'elle le pensait vraiment. Physiquement, Olive continua de s'améliorer. Elle marchait plus souvent désormais, toujours avec effort, toujours avec douleur, mais avec une fierté née non pas de la perfection, mais du progrès. Le docteur Elias Mangy l'observa un après-midi terminer une séance sans assistance. « Vous avez parcouru un long chemin, dit-il. « Beaucoup d'autres aussi, répondit Olive. On m'a simplement donné une chance. » De l'autre côté de la ville, la vie de Samuel et Curanza s'était rétrécie. Après le départ de Nadia Kamar, rien ne la remplaça. Le travail resta instable. L'ambition émoussée par le regret. Les nuits s'étiraient, longues et silencieuses, remplies de pensées qu'il ne pouvait plus fuir. Il entendait parler d'Olive, pas directement, mais par fragments. Un centre de rééducation qui étendait ses services. Un fonds aidant des femmes à reconstruire leur vie. Une bienfaitrice discrète qui n'apparaissait jamais en public. L'ironie ne lui échappait pas. La femme qu'il avait abandonnée parce qu'elle semblait faible était devenue une source de force pour les autres. Samuel ne l'approcha plus jamais. Certaines leçons, comprit-il, n'étaient pas faites pour être adoucies. Un soir, Samuel se tint au bord d'une rue animée, regardant les couples passer, écoutant les gens se plaindre de problèmes qui lui auraient autrefois paru insignifiants. Il pensa aux paroles d'Olive. L'amour se prouve quand rester coûte quelque chose. Pour la première fois, Samuel comprit que le prix de partir avait été bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Mais le monde ne s'arrêta pas pour sa prise de conscience. La vie continua. Et Olive aussi. Des mois plus tard, Olive visita l'endroit où Béatrice Mukasa s'asseyait autrefois. L'étal au bord de la route avait disparu, remplacé par quelque chose de nouveau. Elle gara sa voiture à proximité, l'un des rares luxes qu'elle s'autorisait, et marcha lentement vers l'endroit. Sa canne ferme dans sa main point, elle resta là un long moment, respirant l'air familier. « Ta bonté n'a pas été vaine, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Elle ne croyait pas au destin comme à quelque chose de mystique. Elle croyait au choix. Béatrice avait choisi de vivre simplement. Samuel avait choisi de partir. Olive avait choisi d'endurer. Et au final, ces choix avaient façonné leur vie plus puissamment que n'importe quel accident. Lors d'une petite rencontre plus tard dans la semaine, rien de grand, juste quelques femmes partageant leurs histoires, on posa à Olive une question à laquelle elle ne s'attendait pas. « Comment as-tu survécu » Olive réfléchit un instant. « J'ai arrêté de demander pourquoi c'était arrivé, » dit-elle, « et j'ai commencé à me demander qui je pouvais devenir. » La pièce devint silencieuse, car toutes comprenaient. Olive rentra chez elle ce soir-là, non pas dans une pièce vide, mais dans un lieu qu'elle avait choisi. Une maison modeste adaptée à ses besoins, remplie de lumière, de livres et d'un silence qui ne semblait plus solitaire. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ville s'installer dans la nuit.
Son téléphone vibra avec un message de Monsieur Hadi, confirmant le transfert final des actifs, la dernière formalité. Olive sourit légèrement. Le chiffre ne lui faisait plus peur. Il ne la définissait plus. Ce qui la définissait était bien plus rare. Elle avait été brisée et avait refusé de disparaître. Elle avait été abandonnée et avait refusé de devenir amère. Elle avait reçu une richesse inimaginable et avait refusé de la laisser la vider. Olive Nikuranza n'était pas un miracle. Elle était une preuve. La preuve que la dignité survit à la trahison. La preuve que la bonté, offerte sans attente, revient avec une force inattendue. La preuve que les moments les plus cruels du monde n'ont pas toujours le dernier mot. Quand la nuit tomba, Olive éteignit la lumière et se reposa, non pas parce que sa vie était parfaite, mais parce qu'elle était enfin la sienne. Et quelque part, au-delà du regret et de la perte, au-delà de l'argent et des souvenirs, la justice avait silencieusement trouvé sa place. Non pas comme une vengeance, mais comme un équilibre. La vie ne nous brise pas toujours dans le bruit. Parfois, elle nous brise silencieusement par l'abandon, par le silence, par la lente réalisation que ceux en qui nous avions le plus confiance ne pouvaient pas rester quand rester devenait inconfortable. L'histoire d'Olive nous rappelle une vérité puissante. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la voir. Quand Samuel est parti, il pensait que la vie d'Olive était finie. En réalité, elle ne faisait que commencer, simplement pas de la manière que quiconque aurait imaginé. La douleur n'a pas détruit Olive. Elle l'a affinée. Elle a appris que l'amour sans sacrifice n'est pas de l'amour. Que la loyauté ne se révèle pas dans le succès, mais dans la souffrance. Et que la bonté, donnée sans attente, revient avec une force inimaginable. Le monde récompense souvent la force bruyante, mais c'est la force silencieuse qui dure. La force d'endurer sans amertume, de guérir sans vengeance, de s'élever sans avoir besoin d'humilier ceux qui vous regardaient de haut. Olive n'a pas gagné parce qu'elle est devenue riche. Elle a gagné parce qu'elle est devenue entière. Et peut-être est-ce là la plus grande justice que la vie puisse offrir. Non pas voir les autres tomber, mais se voir soi-même se relever. Si cette histoire a touché votre cœur, nous aimerions vous lire. Quelle partie du parcours d'Olive vous a le plus marqué? Avez-vous déjà été abandonné dans votre moment de faiblesse et découvert une force que vous ignoriez posséder? Partagez vos pensées en commentaire. Et si vous croyez que ces histoires d'humanité, de karma et de résilience silencieuse comptent, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres récits puissants et transformateurs qui nous rappellent qui nous sommes vraiment.